Bon, ben, merci à tout le monde de vous être mobilisé ce soir pour assister à cette première conférence dans le cadre du réseau Arrête le socialisme aux barbaries. Alors, ce que je vous propose ce soir, évidemment, on ne peut pas traiter la question corse de façon exhaustive, c'est des grandes lignes, un point de vue de classe sur la question corse. Je vais quand même faire 10 minutes d'introduction sur le fait colonial parce que c'est très important. Et après, on va voir donc les clivages de classe et les clivages idéologiques à travers l'histoire des recompositions, des compositions, recompositions des différentes organisations publiques et clandestines du mouvement national. Alors, je vais commencer par un premier partage qui nous ramène 250 ans en arrière. Alors, ce que vous voyez à l'écran, déjà, est-ce que tout le monde le voit? Alors, ce document, on peut considérer que c'est la déclaration de guerre du commandement français à l'État corse indépendant, qui est bilingue, puisque à l'époque, il est écrit en français, mais aussi en italien, puisqu'à l'époque, le peu de personnes qui savent lire en Corse ont été formées dans les universités italiennes. Donc, si les Français veulent se faire comprendre de la population, n'ont pas d'autre choix que d'imprimer des plaquettes et des communications bilingues. Alors, ce qui est intéressant dans cette déclaration de guerre, qui est rédigée à Toulon et diffusée massivement dès l'arrivée des troupes françaises en Corse, c'est ce paragraphe: tout village ou place fermée dans l'étendue de l'île de Corse qui ne se rendra pas aux troupes du roi après en avoir été préalablement sommé sera au pillage. Or, sera au pillage, c'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'effectivement, les communautés qui ont choisi de résister ont été incendiées. Vous avez beaucoup d'officiers français qui par la suite ont écrit leurs mémoires et qui ont parlé de certains massacres localisés avec des personnes âgées brûlées, les femmes violées, enfin tout le lot habituel de la barbarie dans une guerre d'annexion. Et dont Mirabeau aussi, hein, qui plus tard, dans un discours à la Convention, dira qu'il a honte de ce qu'il a fait quand il était jeune pendant la campagne de Corse. Donc, la violence de cette annexion coloniale ne peut pas être réfutée. Après, il y a un second point, c'est-à-dire après deux ans de conquête militaire et donc l'annexion de la Corse, qu'est-ce qui se passe au niveau du territoire corse? Alors, je vous ai juste mis une page de garde. C'est une ordonnance d'un intendant, en l'occurrence là il s'appelle la Guillaumie, mais peu importe. Comme vous pouvez le voir, elle est destinée aux pionniers. Alors pionniers, il faut le comprendre comme les pionniers dans l'Ouest américain, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'emparent de territoire. Quant à savoir s'il y a des gens qui vivent sur ce territoire, c'est pas trop leur problème, puisque comme vous pouvez le voir, l'administration française leur donne un cadre légal et délimite et borne les terrains dont ils vont pouvoir sur lesquels ils vont pouvoir s'établir. Donc, que ce soit à travers la violence de l'annexion ou à travers l'établissement de colonies, le fait de colonisation de la Corse par une puissance étrangère, en l'occurrence la France, ne peut pas être remis en cause. Sinon, cela relève du révisionnisme. Maintenant, partout où il y a eu des empires coloniaux impérialistes sur Terre, bien entendu, le rapport entre la puissance coloniale et le peuple dominé s'est pas effectué de la même façon. C'est-à-dire qu'effectivement, le peuple corse, après avoir été vaincu militairement et déporté dans une moindre mesure, n'a pas été soumis à des zones de non-droit comme l'ont été les indigènes sous d'autres cieux, hein, c'est-à-dire des gens privés de droits, que ce soit en Afrique du Nord, dans l'ex-Indochine. Non, en Corse, ce qui s'est passé, c'est que l'État français s'est un peu comporté comme l'État anglais vis-à-vis des Écossais, c'est-à-dire il y a une destruction systémique des structures collectives agropastorales et en même temps une intégration des élites. C'est-à-dire que dès le début de la conquête, il y a 270 familles de notables corses qui vont être anoblies et achetées, hein, et quels que soient les régimes, républicains ou monarchiques, ça a toujours été la politique de traiter les Corses comme des subalternes utiles en achetant les élites et en employant massivement les anciens bergers
dans l'empire colonial français. Parce que l'administration française est toujours partie du principe que pour encadrer des indigènes, d'autres indigènes, c'est toujours mieux. Donc, vous avez pendant un long processus d'intégration culturelle, politique, administratif, une grande intégration dans l'empire colonial de populations importantes de jeunes Corses qui partent jouer les auxiliaires de l'impérialisme français. Et dans le même temps, bien sûr, vous avez les villages qui se vident. Et pendant cette intégration qui peut apparaître comme une promotion sociale, pendant tout le, on va dire tout le 19e siècle, vous n'avez pas en Corse de nouveaux soulèvements significatifs sur des bases indépendantistes ou nationalistes. C'est relativement calme, même si quand Napoléon III ne reconnaît plus la validité des diplômes italiens en Corse, il y a beaucoup d'élites corses qui ne sont pas contentes. Bon. Puis vient la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, évidemment, c'est une saignée pour la population active corse. Quel que soit le chiffre des morts, il faut savoir que les pères de grandes familles en Corse partaient quand même au front. Clémenceau, ça le faisait assez rire. Les Corses partent par bateau entier. De simples barques suffisent pour les ramener. Ça correspond vraiment à ce qui s'est passé, c'est-à-dire des villages qui ont vu leur société agro-pastorale déstructurée, tout simplement par la disparition des forces vives. Hein. Donc, juste après la Première Guerre mondiale, vous avez eu un mouvement de protestation qui s'est structuré, qui a commencé à se réintéresser à nouveau au rapport entre la Corse et la France, et qui a fondé un mouvement qui s'appelait Amouvre. Alors, dans ce mouvement, au départ, vous aviez des tendances très disparates, puisque vous aviez des gens de la SFIO, vous avez même un Corse qui est parti, qui trouvait le mouvement un peu trop mou et qui est parti aider le Sinn Féin en Irlande dans sa guerre d'indépendance. Bon, mais vous avez aussi évidemment des forces réactionnaires. Le problème de Hamouvre, c'est que quand le fascisme a émergé en Italie et le nazisme en Allemagne, eh bien, manifestement, dans ces rapports de force internes, c'est plutôt l'aile la plus réactionnaire qui a pris le contrôle de ce mouvement, tant et si bien que, au milieu des années 30, eh bien, Amouvre, donc, qui était aussi un journal à Bastia, publiait des extraits de Mein Kampf. Et évidemment, était tout à fait d'accord avec les vues de Mussolini de réintégrer la petite Corse à la grande mère patrie, le projet irrédentiste italien, donc de considérer que la Corse fait partie de l'Italie. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, comme un peu partout en Europe, le poids du Parti communiste dans la résistance a été très important, et tous les dirigeants de la résistance en Corse étaient effectivement membres du Parti communiste, du moins les dirigeants importants, et ils ont payé le prix de leur vie, donc cette résistance au fascisme. Et à la libération de la Corse se pose la question. Oui, salut Serge, on coupe les caméras ce soir pour des raisons techniques. Merci. Donc, à la sortie de la guerre se pose la question du rapport de la Corse à la France. Et il y a un débat qui est amorcé à Bastia par le Parti communiste français. Et il y a des gens qui se réclament de Jean Nigaule qui commencent à parler d'idées d'autonomie, évidemment, qui se prennent une offensive assez virulente de Corse de la diaspora, principalement de Marseille d'ailleurs, qui leur disent non, la Corse c'est la France, ça suffit. Ceux qui posent ce problème-là travaillent pour la 5e colonne, sont des irrédentistes. Donc le débat est étouffé dans l'œuf. Ce qui ne veut pas dire que dans le Parti communiste français en Corse, il n'y ait pas toujours eu des gens, et jusque dans les années 70, qui se posaient légitimement la question de droit pour le peuple corse. Et vous avez aussi, encore dans les années 70, un candidat en Haute-Corse, M. Dourian, qui faisait ouvertement campagne pour l'autonomie de la Corse. Bon. Mais ce n'était pas, on va dire, un fait majoritaire.
Dans les années 60 et dans les années 70, confrontés à différentes agressions, spoliation de la terre qui était promise aux jeunes agriculteurs corses et qui est distribuée aux rapatriés d'Algérie, volonté d'implanter un site d'essai nucléaire en Corse, pollution hors norme par des boues rouges toxiques sur les littoraux maritimes, etc., etc. Tout ceci a généré un mouvement de fond, un mouvement populaire qui s'est traduit par des mobilisations très importantes, qui a généré un mouvement de réappropriation historique et culturelle qu'on appelait ici au réacquist, et qui était à cette époque, on parle donc de la fin des années 60 et du début des années 70, principalement capté par un mouvement qui s'appelait l'Action régionaliste corse, l'ARC. Il était, on va dire, interclassiste par nature, puisque composé de toutes personnes voulant défendre les intérêts collectifs du peuple corse, traversé par des débats internes, notamment entre les vieilles générations et les très jeunes militants qui étudiaient dans les universités françaises et qui étaient irrigués par tous les débats à l'extrême gauche et aussi à l'extrême droite, il faut le dire. Donc il y avait un clivage entre des anciens qui pouvaient apparaître comme modérés et proches des intérêts de la petite bourgeoisie et des jeunes plus radicaux, plus révolutionnaires, mais pas tous d'accord d'ailleurs sur les options, hein, puisque les fascistes aussi peuvent être révolutionnaires. Alors, il y a eu un mouvement fondateur de ce qu'on appelle le nationalisme contemporain, ça a été l'occupation, l'occupation de la cave d'Aléria. Comme vous pouvez le voir sur cette image, Colomfort, à Escoronfort, la terre corse aux Corses. Ce mouvement qui au départ part sur des revendications, on dira, que peuvent porter aussi des commerçants, hein, c'est-à-dire la vente de vin frelaté et la spoliation de la terre, et pour permettre à d'autres personnes de faire des affaires en Corse. Donc c'est pas vraiment une position de classe, c'est juste une position, on va dire, de démocratie, de justice, mais c'est pas sur une ligne de classe. À cette époque, la réponse du gouvernement Poniatowski, c'est d'envoyer donc les chars, l'armée, les hélicoptères. Donc ça se termine par une reddition et par quelques morts. Et il y a quand même un prolongement dans les rues de Bastia. Comme vous pouvez le voir là, on est dans l'artère principale de Bastia, devant le siège de l'Action régionaliste corse. Ce que vous voyez, ce sont 2 blindés de gendarmerie. Et ce que vous voyez en prêt à faire feu, ce sont des mitrailleuses en calibre 7,62. Donc ça donne une idée du point de bascule qu'a incarné cette période en Corse. Alors évidemment, il y a une répression, c'est-à-dire il y a quelques militants autonomistes de l'ARC, dont leur leader Edmond Simeone, qui ont été emprisonnés. Et face à la violence de l'État, c'est posé de façon encore plus, je dirais, précise la question d'une riposte et la question des moyens de lutte du peuple corse. On a vu donc émerger à ce moment-là une organisation clandestine un peu plus structurée que certains petits groupes qui existaient déjà, et ça c'est en 1976 avec la création du FLNC. Alors à l'époque, quelle est la stratégie du FLNC? Alors évidemment, on a compris qu'il s'agit de répondre par une lutte révolutionnaire et radicale au colonialisme de l'État français. Vous pouvez apercevoir sur la table de cette première conférence de presse un petit livret. Alors le petit livret, on va s'attarder dessus. C'est celui-ci, A Libertad o a Morte. Alors le contenu, clairement, ce petit livret vert, on l'appelle le petit livret vert, il a été rédigé par un étudiant qui était plutôt Mao et qui a fait un copier-coller de grands pans de ce que disait le FLN algérien avant la prise du pouvoir. Quant à savoir si, d'un point de vue stratégique et opérant, c'était complètement adapté à la Corse, c'est une autre question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque,
le front, par définition, était frontiste et donc composé de gens très différents. Et il fallait un cadre, donc ils ont demandé à quelqu'un qui savait bien écrire et qui avait un peu de bagage idéologique de produire un document. Bon. Il y a eu un second livre, que je ne vous montrerai pas, qui est survenu par la suite, qui est le Petit Livre Blanc, qui lui posait un cadre un peu plus précis, surtout dans l'articulation avec la lutte populaire. Simplement, au moment où ce Petit Livre Blanc a été produit, au niveau du FLNC, il faut savoir que dans la CCN, qui était la Consulta dei Comitati Nazionalisti, qui était l'organisation publique, il y avait des débats internes très virulents. Pourquoi? Parce que malgré la sociologie qui était assez populaire, hein, puisque vous aviez des ouvriers, des fonctionnaires, des agriculteurs, donc c'était pas vraiment la petite bourgeoisie qui était dans le pendant radical et indépendantiste. C'était vraiment, au niveau de la sociologie, c'était populaire. Il y avait quand même des clivages profonds parce que vous aviez des étudiants corses qui évidemment en faisaient partie, aussi bien du FLNC que de la CCN, dont certains étaient membres des organisations d'extrême gauche ou étudiantes d'une part, et d'autres faisaient partie du GUD. Et ces gens-là, qui pouvaient se mettre sur la gueule dans les rues, dans les villes françaises, en Corse se retrouvaient de facto dans la même organisation. Alors ça n'a pas généré forcément des débats très apaisés et des clarifications nécessaires. Donc de fait, c'est le plus fort au niveau du rapport de force interne qui a pris le pouvoir, et l'organisation FLNC et toute la structuration de ce qu'on appelait la lutte de libération nationale s'est articulée autour d'un triptyque lutte de masse, lutte armée, lutte institutionnelle, mais surtout autour de la stratégie des contre-pouvoirs, c'est-à-dire que c'est le FLNC, la direction politique, qui donne le là, et tous les contre-pouvoirs, qui évidemment sont des contre-pouvoirs par rapport au clanisme et aux structures de l'État français, suivent la ligne politique. Alors évidemment, à l'époque, les gens de gauche n'ont pas apprécié cette dérive autoritaire. En 82, vous avez des cadres très importants du mouvement public qui ont démissionné, qui ont fait savoir à travers le canal de l'époque, Ouribombe, et qui ont signé leur tribune d'un anagramme Idaros, ça voulait dire Da Iros, des rouges. Donc en juin 82, ils ont expliqué pourquoi ils quittaient les structures de la LNN, ne se reconnaissant pas dans cette dérive autoritaire. Alors, à côté du mouvement nationaliste radical, vous aviez évidemment le successeur de l'ARC, l'Union du peuple corse UPC, qui continuait à perdurer, qui maintenait une ligne autonomiste proche de la petite bourgeoisie. Et donc, la lecture du mouvement national à cette époque, en Corse, je parle du milieu des années 80, était relativement simple. Vous aviez d'un côté un mouvement radical indépendantiste interclassiste, et de l'autre un mouvement plutôt libéral modéré, proche de la petite bourgeoisie et autonomiste. Bon, c'était assez simple comme lecture. Et autour de ces courants majoritaires, évidemment, vous aviez des petits groupes qui existaient de gauche, Partito Popolare Corse ou Aviumar ou Gumun, qui eux, évidemment, continuaient à mener une activité militante sur leur propre base, mais qui n'avaient pas le même poids militant et sociétal que les structures dites majeures de la lutte de libération nationale. Mais ça permettait quand même d'alimenter les débats internes et de porter la contradiction. Alors, il y a une étape importante en Corse, c'est le résultat des élections européennes, où on voit la percée du Front National en 1984. Et au niveau du FLNC, il se passe quelque chose, et au niveau, sur Ajaccio, pour être plus précis, il y a certains membres de la direction politique qui se disent on ne peut pas laisser le Front National s'emparer de postures radicales en Corse. Donc, pour capter cet électorat, ils assument le fait d'assassiner 2 Tunisiens à Ajaccio, dont le seul tort était d'être des petits dealers de cannabis. Donc, c'est vraiment une dérive à l'époque qui a été à juste titre condamnée par toutes les forces de gauche qui pouvaient exister à l'extérieur ou à l'intérieur du mouvement national. Et ça a été un peu une rupture au niveau du projet de société. Ce qui s'est passé, c'est que juste derrière cette dérive gravissime, il y a eu cet épisode du gouvernement Chirac avec Pasqua et Prandro
en France, où la ligne à l'époque était de détruire le mouvement national en Corse, par tous les moyens possibles de la répression. Alors évidemment, la répression a pris une ampleur telle, c'est-à-dire que on raflait les gens le matin, on venait les chercher par hélicoptère militaire sur les ports des grandes villes et au vu et au su de la population. Donc au niveau de la guerre psychologique, ça produit son effet, mais ça a été contre-productif, c'est-à-dire que forcément la répression sous Pasqua et Pandro, sous ces deux ministres, a été telle en Corse qu'il y a eu une réaction populaire de défense, de soutien face à la répression. Mais il faut dire qu'en 1988, le gouvernement Chirac avait pratiquement détruit les principales structures du mouvement national. Il était pas loin d'avoir atteint l'objectif opérationnel. Ça ne veut pas dire qu'il aurait remis en cause la question nationale en Corse. Bon. Et puis, se profilent les élections présidentielles de 1988, et au mois de mai, donc, et des premiers contacts ont lieu entre des émissaires du Parti socialiste, dont Joxe. Alors là, il s'est passé quelque chose d'assez à la fois important et qui montre bien la violence des clivages dans le mouvement national. Je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est un article du Monde de mars 1988. De quoi parle-t-on? Mais on parle d'une conférence de presse clandestine de l'ex-FLNC à Aix, parce qu'évidemment, il a été dissous plusieurs fois. Alors, cette conférence de presse clandestine, qui s'était passée, on va dire, en Haute-Corse, donc plutôt dans la région bastiaise, elle avait évoqué non seulement, et vous pouvez le lire, la construction d'une nouvelle société socialiste, donc on est loin de courir après l'électorat du FN, mais en plus, et ça ne transparaît pas dans ce compte-rendu, et c'est bien dommage, dans le texte de la conférence de presse, cette partie du FLNC, du moins, pour faire simple, avait posé pour la première fois le concept de communauté de destin. Et la communauté de destin, c'était une réponse politique aux dérives populistes et ethnicistes d'une partie du FLNC, pour dire qu'en fait, non seulement la citoyenneté corse devait être ouverte à ceux qui voulaient s'inscrire d'une part dans la lutte de libération nationale, mais d'autre part dans la construction de ce pays, c'est-à-dire que très concrètement, les travailleurs immigrés ou les Européens, qu'ils soient français, italiens ou autres, mais désireux de s'inscrire dans un avenir pour le peuple corse, étaient les bienvenus et de facto faisaient partie d'une communauté de destin. Donc, attention, c'est un acte fondateur parce que depuis que ce concept a été posé, c'est une ligne de démarcation très importante dans tous les débats internes du mouvement national en Corse, où on est sur une posture nationaliste classique et ethniciste, où on adhère à ce projet de communauté de destin. Il n'y a pas de compromis possible. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que vous voyez la réponse, c'est que ceux qui étaient sur la ligne, on va dire, ajaxienne, ils abattent un gendarme, et on rentre aussi dans le détail, c'est qu'en même temps qu'ils ont abattu un gendarme pour faire monter la tension, ils ont aussi balancé une grenade quadrillée dégoupillée dans la cour d'une école maternelle où il y avait des enfants de gendarmes. Donc, ça, c'est pour vous illustrer la violence des débats internes qu'il y a pu y avoir dans le mouvement national. Quoi qu'il en soit, derrière donc ce rapport de force interne, les contacts avec les socialistes se précisent, et puis Mitterrand revient au pouvoir et demande à Joxe de trouver une solution au problème corse. Bon, Joxe qui est allé très loin, puisqu'il a, par rapport à l'expression démocratique, il a quand même, on parlait à l'époque de moralisation de la vie publique, c'est-à-dire faire en sorte qu'en Corse, les morts ne votent plus, ce qui était énorme. Hein. Interdire aux morts de voter, au niveau des résultats électoraux, ça a changé la donne. Donc, ce n'était pas négligeable comme mesure, mais surtout, octroyer de droits nouveaux, et même à titre expérimental,
pour donc l'Assemblée de Corse avec le statut Joxe. Bon. Et pendant ces contacts, il y a eu un événement inattendu, ça a été le printemps social de 89, où la question de la jonction entre la question nationale, la question démocratique et la question sociale s'est posée avec force. Et à l'époque, évidemment, on a vu l'UPC solliciter le renfort de toute la petite bourgeoisie, les chambres de commerce et d'industrie, les commerçants, pour empêcher que le mouvement social ne soit en rapport de force pour négocier avec le gouvernement français. Ils ont créé des comités corses de lutte. Et dans le même temps, par rapport à cette question sociale, les fractures internes, à l'époque, ça s'appelait Aconcolt, hein, c'était le pendant public du FLNC, ont été de plus en plus fortes. C'est-à-dire qu'à tel point que vous aviez des militants nationalistes qui faisaient grève, qui faisaient partie des intersyndicales et qui tenaient les piquets de grève, et vous avez d'autres militants nationalistes de la même structure qui venaient les menacer avec des calibres. Donc là, on était vraiment sur un clivage de classe très violent. Il y a eu une première scission, importante mais minoritaire, qui a vu pour la première fois, on va dire, le mouvement radical se scinder. Et d'Agoncolt est parti un mouvement qui s'appelait l'ANC, la Colta Nationale Corse, qui posait la question de la mafia et de la question sociale en Corse, et de son pendant armé, Resistance. Bon, c'était une première scission. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que le gouvernement socialiste en 88-91 a mis en place un certain nombre de nouvelles mesures et de nouveaux droits pour, on va dire, la Corse, sans aller aussi loin que c'était prévu, parce que le Conseil constitutionnel a empêché le peuple corse d'être matérialisé dans le droit français et a empêché le statut Joxe d'aller aussi loin que c'était prévu. Mais bon, il y avait quand même des choses, des avancées réelles, hein. Mais tout en menant d'un côté ces avancées, le pouvoir a instrumentalisé le mouvement national radical sur une vieille recette, c'est-à-dire la course à l'interlocuteur privilégié, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Ça a aiguisé les appétits, à tel point que, pour des raisons de leadership et de contrôle territorial, les deux structures, la publique et la clandestine, donc c'est-à-dire la Concolt et le FLNC, se sont scindées en deux. D'un côté, vous avez eu Agoncolt, qui s'est réclamé d'un courant historique et qui s'est associé aux déclarations d'un FLNC canal historique, et de l'autre, vous avez eu le MPA, qui a dit clairement qu'il voulait tourner le dos aux options tiers-mondistes de certains. Alors, tiers-mondiste, dans ce langage-là, ça veut dire tout ce qui est à gauche, hein, et aller de l'avant pour une Corse qui gagne, qui fait des affaires, du profit, etc. Donc, une option clairement libérale. Donc, ce qui a été intéressant dans cette scission, c'est que clairement, à l'époque de la Concolt et surtout du FLNC canal historique, a été affirmé le concept, et je vous le montre, d'une voie corse au socialisme. C'est donc la conférence du FLNC canal historique du 28 mars 91 qui pose le concept de voie corse au socialisme. Vous voyez dans l'intertitre, là c'est le journal Auribombe, vous avez expérimenté l'auto-organisation bien au-delà du concept de contre-pouvoir. C'est une mise en cause stratégique du concept de direction politique et vraiment de volonté de bâtir un modèle socialiste corse fondé sur l'auto-organisation et avec une place très importante, évidemment, à tous les fronts de lutte populaires. Donc c'est un virage, là aussi, très important et qui va trouver des traductions diverses et variées. Par exemple, sur le terrain de l'antifascisme, avec en mars 92, là vous pouvez le voir sur l'aéroport de Poretti, bon, au-dessus du F de fasciste, à l'époque j'avais plus de cheveux et moins de barbe. Là, clairement, c'est une action antifasciste qui a eu un retentissement
on peut dire sans exagérer, d'envergure internationale, puisque il a été clairement dit et par les principaux, je dirais, dirigeants de ce qu'on appelait la tendance socialisme originale, que les fascistes n'avaient pas leur place en Corse, que le peuple corse avait foutu les fascistes dehors en 1943 et qu'il n'était plus question de les laisser revenir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement une affirmation stratégique théorique d'une voie corse au socialisme original, il y a des traductions diverses et variées. Je vais vous en montrer une autre. Oui, là, c'est un document de travail interne à la Concolte qui s'appelle Lutte de libération nationale et questions sociales, qui était un recueil de textes en vue de la préparation d'un congrès et qui allait très très loin sur la question syndicale, le front social, la souveraineté populaire, la question de la terre. Donc il s'agissait de donner corps concrètement sur le terrain à la construction de cette voie corse au socialisme. Et là, on va arrêter, je dirais, cette première partie très encourageante au niveau du rapport de force interne, puisque il y a deux événements majeurs qui vont tout remettre en cause. Alors le premier, c'est la catastrophe de Fouriane. La catastrophe de Fouriane, il faut savoir que c'est la combinaison de l'affairisme et d'une dérive de l'affairisme classique, c'est-à-dire de patrons en Corse qui veulent prendre des risques inconsidérés pour se faire plus d'argent à travers un match d'envergure européenne, et les dérives affairistes d'une partie de dirigeants du FLNC Canal Historique qui, voilà, eux aussi trouvent des moyens pratiques d'engranger des fonds et de mettre en place des triples billetteries. Sauf que il y a cette catastrophe, il y a beaucoup de morts, énormément de blessés, et la catastrophe du 5 mai 92 en Corse a un impact très retentissant sur la société corse. Et ce que le peuple corse regarde, c'est si voilà, les partisans de l'émancipation du peuple corse, d'une voie corse au socialisme, tout ce qui a été dit, est-ce qu'ils vont défendre les victimes ou est-ce qu'ils vont défendre ceux qui sont à l'origine de cette catastrophe? Alors les débats internes, je n'épiloguerai pas, mais ont été assez violents. Donc ça a créé un climat de suspicion généralisé entre nationalistes. Et puis, derrière se profilaient les élections législatives de mars 93, où on sentait venir le retour de la droite. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, et ça aussi, ça n'a pas participé de la clarification des débats, il faut savoir qu'entre-temps, il y avait eu en mars 92 en Corse des élections territoriales où, de fait, les deux courants nationalistes étaient majoritaires, mais pour empêcher artificiellement les nationalistes de prendre le pouvoir à l'Assemblée de Corse, vous avez eu une alliance entre ce qu'on appellerait aujourd'hui les LR, à l'époque c'était le RPR, et le PRG, qui en France a toujours eu un poids très minoritaire, mais en Corse, ça a été toujours un clan de cette gauche libérale très, très, très important. Bon. Donc, vous aviez à la fois une stérilisation au niveau de l'expression démocratique d'un combat légitime, donc une stérilisation artificielle, une concurrence économique pour le partage du territoire, une catastrophe qui pose à nouveau la question de classe, de quel côté on est, et sur déjà ce décor assez chargé, vient se rajouter la question de quelle Europe voulons-nous, y compris pour la Corse, et du traité de Maastricht, où dans les débats internes, il y a clairement une majorité de militants qui se prononcent contre Maastricht, mais au mois d'août 92, il y a un putsch d'une majorité de la direction qui avait donné des garanties
à la fois au Parti socialiste et à la droite non souverainiste, et qui avait clairement défendu publiquement la question d'une abstention. Donc, à cette époque, les gens de gauche se demandent clairement s'il y a encore une place pour eux dans cette structure nationaliste, et vous aviez une première apparition publique qui est la création du collectif INO à Maastricht, collectif NO à Maastricht, où donc principalement là, vous voyez d'anciens militants d'Aconcolt qui publiquement disent pourquoi, en tant que nationalistes de gauche, ils sont fermement opposés à ce traité de libéralisation européen, en anticipant tout ce que ça allait générer pour la Corse, et d'ailleurs ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant de noter sur cette photo, c'est que à l'extrême droite, vous avez Robert Schulz. On va revenir sur ce militant. Donc, vous voyez que le décor était assez chargé au niveau d'une expression de gauche dans le courant, on va dire, indépendantiste majoritaire, ou nationaliste au sens corse du terme, c'est-à-dire un peu frontiste et fourre-tout. Et en 93, vous avez effectivement la droite qui revient au pouvoir en France, avec les mêmes interlocuteurs, sauf que Pasqua change radicalement de stratégie. Il décide de composer avec les différentes directions nationalistes, en se disant que finalement, à partir du moment où on se met d'accord sur des objectifs économiques, des zones franches, des petites mesurettes qui, ma foi, sont pas trop insupportables pour l'unité de la République et font plaisir aux uns aux autres, la discussion est possible. Mais il y a quand même des garanties qui sont demandées aux dirigeants nationalistes, c'est qu'évidemment, toutes les fantaisies, lutte de classe, socialisme original et tout ça, soient mises de côté. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fonction de débats internes et aussi de militants de gauche qui avaient choisi, contrairement à d'autres, dont on est certain à faire partie aujourd'hui dans Arrête, nous avions choisi de quitter ces structures parce que ça devenait trop dangereux et que surtout, pour le public, c'était opaque les débats internes. Par définition, on ne pouvait pas trop savoir ce qui s'y passait. Donc, on était un certain nombre de militants nationalistes de gauche à considérer qu'il fallait une expression propre sur des bases évidemment de classe et que c'était à la fois opérant du point de vue du travail politique et aussi du point de vue de la sécurité. Bon, d'autres militants, malheureusement, ont fait un autre choix, c'est-à-dire de continuer à essayer de maintenir un rapport de force à l'intérieur des structures de la libération nationale. Et évidemment, au bout d'un moment, en face, ils ont trouvé des prétextes de complot pour justifier publiquement l'assassinat d'un de leurs propres militants, et en l'occurrence Robert Schulz. Donc le 15 juin 1993, vous avez pour la première fois le FLNC, canal historique, qui revendique l'assassinat d'un autre patriote corse parce qu'il aurait été instrumentalisé par un carteron de généraux d'un autre âge pour s'en prendre à d'autres nationalistes. Bon. Alors, nous, à l'époque, comme on l'avait dit, le problème, c'est qu'une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore, c'est-à-dire que à partir du moment où on a des désaccords, on peut s'autoriser à condamner d'autres militants à mort, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Bon. Il y a eu un second partisan de la voie corse au socialisme, Franck Mouz, qui a été tué 1 an et demi après, le 28 décembre 1994. Et une fois que cette mécanique infernale était lancée, alors il y a deux phénomènes qui se sont produits. C'est que d'une part, il y a eu une résistance populaire ou autour de militants de gauche et aussi de militants juste démocrates, tout simplement, y compris d'ailleurs pas nécessairement des marxistes révolutionnaires, mais des gens qui ne voulaient pas qu'on construise en Corse une société où, en fonction des désaccords politiques, on pouvait s'autoriser à tuer les opposants. Donc ça, c'était pas un projet très intéressant et émancipateur. Donc sur ce cadre-là, il y a eu de grosses campagnes et manifestations et mobilisations populaires qui ont été organisées sur le thème « Tuer Robert Schulz et tuer Franck Mouz, en définitive, c'est tuer le peuple corse ».
Et à l'époque, des patriotes de gauche ont dit qu'il fallait créer les conditions du dialogue, non pas pour isoler des hommes, mais pour isoler des pratiques, parce que sinon, ça allait dégénérer en affrontement généralisé et à l'échelle de la Corse en guerre civile. Et à l'époque, la tension était telle que d'autres nationalistes des autres organisations, notamment l'ANC et le MPA, ont dit que nous ne sommes pas des poètes ni des philosophes et qu'il fallait vite régler le problème. Bon, nous, évidemment, nous étions complètement en désaccord avec cette ligne mortifère, parce que nous pensons que ce peuple doit avoir un avenir et que ce n'est pas en tuant ses enfants au motif de désaccords politiques sur des bases très approximatives en plus qu'on va aller de l'avant. Bon, malheureusement, on n'a pas pu empêcher, même en prenant toutes les préventions publiques nécessaires, aux gens d'en découdre parce qu'ils avaient envie d'en découdre entre eux. Et il y a eu ce qu'on appelait les années de plomb, c'est-à-dire les années 90, une guerre fratricide entre organisations nationalistes qui a vu la mort de dizaines de militants. Alors il faut savoir que cette catastrophe, bon, qui est de toute façon une catastrophe humaine et historique, mais elle a eu des conséquences aussi sur la jeunesse. Parce que le propos d'un jeune Corse qui s'intéresse un peu à la politique, avant qu'il se forme au niveau idéologique, c'est déjà de savoir qu'il milite bien pour construire un avenir de ce pays. Si ça se résume à porter des caisses de camarades de classe ou de boîte au cimetière, c'est pas très engageant. Donc il faut savoir qu'il y a quand même une partie non négligeable de la jeunesse qui était le fer de lance du mouvement national qui s'est mis un peu en retrait, et ce qu'on peut comprendre. Donc les années 90, ça a été les années de plomb. Et pour la clarification du débat, ça n'a pas été des années très propices, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des militants qui n'aient pas continué à se voir et à produire entre eux et à essayer de donner du sens et à faire des analyses de fond. Et puis, est venu en 99, avec le retour entre-temps des socialistes, du gouvernement Jospin, ce qu'on appelait les accords de Miliachar, c'est-à-dire des accords de paix entre toutes les myriades d'organisations nationalistes dont je ne vous ferai pas l'inventaire parce qu'il faut savoir que dans les années 90, ça a été vraiment une décomposition très importante de la LLN, hein, puisqu'à un moment donné, on avait jusqu'à 12 sigles d'organisations publiques nationalistes, pour vous donner une idée de l'importance de la décomposition. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces organisations se sont vues dans un endroit, donc à Ghisonach, à Miachar, et ont signé des accords de paix que nous n'avons pas signés. Alors quand je dis le nous, il faut préciser de qui il s'agit. À l'époque, il s'agissait donc d'Amanka National. Amanka National, donc, c'est une organisation de gauche qui organise le peuple corse dans le cadre de sa lutte de libération, de son droit à l'autodétermination, pour bâtir une société débarrassée des mécanismes de domination et d'exploitation, qui a émergé donc le 10 janvier 1998 et dont nous fêtons donc le quart de siècle d'existence cette année. Donc cette organisation, qui avait déjà un an d'existence, quand sont venus les accords de Miliachar, a refusé de les signer pour la bonne et simple raison que le préambule de responsabilité collective ne nous convenait absolument pas. Pourquoi ? Parce que historiquement, beaucoup de militants qui faisaient partie de notre organisation sont les mêmes qui, au tout début des premiers morts, ont dit non, ne tirez pas, parce qu'il va y avoir une guerre civile, et ça va être une catastrophe, et on va en payer un prix très lourd, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, depuis 1998, existe un courant structuré qui a vu sa ligne évoluer, mais qui a participé directement ou indirectement à l'alimentation du débat public et aussi des débats internes dans le mouvement national sur le choix de société et sur la stratégie politique. Alors, que s'est-il passé depuis 1999 ? Les phénomènes on va dire, de clarification plutôt que de décomposition et recomposition se sont opérés.
clairement, on va dire que le courant autonomiste a pris le pas sur le courant indépendantiste en profilant une stratégie, on va dire, libérale, mais avec suffisamment d'ouverture sur les questions sociétales pour que malgré tout, des militants de tout ce qu'on va dire, des sociodémocrates et de la gauche non radicale puissent malgré tout les soutenir sans trop de problèmes. Bon. Et ce courant, donc autonomiste et libéral, a aussi su tisser des alliances avec certaines forces des anciens clans et a su capitaliser aussi malgré tout sur la bataille culturelle. La bataille culturelle, qu'est-ce que c'est? Et qui a été gagnée, hein, c'est de poser sur 3 générations le fait qu'il y a une question corse et que le peuple corse a ses droits. Et ça, cette bataille culturelle, elle a été gagnée et le courant autonomiste a su capitaliser là-dessus et en reprenant aussi à son compte, par exemple, quand c'est utile, des thématiques comme la communauté de destin dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est pour ça que, par exemple, des fonctionnaires français installés en Corse ou des ouvriers du BTP italien ou portugais ont pu, sans problème, voter pour des autonomies aux élections locales, parce qu'il y avait quand même des garanties sociétales qui étaient données. Bon, un peu moins, en tout cas, pour les, même si ça a été dit publiquement, là-dessus, il n'y a pas de problème, et leurs discours sont très clairs, mais on a vu beaucoup moins de personnes issues de l'immigration marocaine ou tunisienne mis sur le devant de la scène par ce courant-là. Hein, c'est factuel, hein, c'est un fait. Bon. Quoi qu'il en soit, ce mouvement qui s'est retrouvé donc renforcé, a réussi à faire tomber un premier bastion du clanisme, donc à Bastia en 2010, en prenant la mairie donc de la seconde ville de Corse. Et là, le débat public au niveau du mouvement national s'est enfermé dans une fausse dualité, les mous, les radicaux. C'est-à-dire, en gros, les mous sont en train de prendre le pouvoir, mais nous, les autres organisations indépendantistes, nous, on est les vrais, on défend les fondamentaux de la lutte de libération nationale, et nous sommes les radicaux. Bon, nous, on a toujours dit que c'était qu'un aspect du problème, parce que ce qui était le plus important en termes de stratégie politique, c'était de définir clairement un projet de société. Force est de constater que chaque fois qu'on a invité la plupart des organisations à discuter, ne serait-ce que par exemple sur un projet de citoyenneté corse, sur le tourisme en Corse et sur des questions centrales, bon, ces organisations ne sont pas venues discuter avec nous, et pour cause, parce que ça oblige à des choix très clairs, très nets, et aujourd'hui, concrètement, indépendamment du rapport de force qui existe entre les courants indépendantistes qui ont eu un regain, hein, puisque aujourd'hui, toute voix cumulée, le courant indépendantiste, au niveau de l'électorat, ça représente bien 12%, hein, donc ce qui n'est pas rien. Là, on parle principalement de 2 organisations, Corinne Front et Corsica Libera. Bon, au jour d'aujourd'hui, indépendamment de démarches ponctuelles et de prises de position ponctuelles qui peuvent être justes par rapport à la spéculation, par rapport à certains projets portés par le capitalisme en Corse, il n'y a pas, à proprement parler, de projet de société et de stratégie politique clairement définie par ces organisations. On peut dire, sans trop d'exagération, que globalement, ce sont des variantes plus ou moins libérales, avec plus ou moins de sociétal et de justice sociale, comme ils disent, mais tous d'accord pour gérer la Corse dans le cadre du capitalisme, mais pour les uns, un capitalisme, on va dire,
globalisé et normal, et pour les autres, un capitalisme qui serait beaucoup plus gentil, où quand même on demanderait des garanties pour les agriculteurs, les salariés, etc. Bon. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus ce clivage qui existait il y a 30 ans entre une stratégie vraiment révolutionnaire et de construction d'une voie corse au socialisme et le système impérialisme dominant et ses déclinaisons en Corse. Bon. Alors ça, une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment la question d'alternative. Ben, l'alternative, évidemment, c'est de continuer à considérer que la question corse est la question du droit à l'autodétermination du peuple corse reste posée. Et que de ce point de vue-là, bien sûr, sur les luttes démocratiques comme pour la libération des prisonniers, pour les droits culturels et pour toute une série de choses, bien sûr que même pour des marxistes révolutionnaires en Corse, on n'a pas d'autre choix que de s'inscrire dans des fronts larges. Oui, mais pas n'importe quel prix. Puisque tout à l'heure, je vous ai parlé dans les années 30 de la dérive d'un mouvement qui s'appelait Amouvre et qui a fini par reprendre à son compte les thèses d'Adolf Hitler et de Mussolini. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là en Corse, mais la question se pose de qu'est-ce qu'on met derrière le nationalisme corse? Parce qu'aujourd'hui, vous avez clairement une offensive de l'extrême droite française, pour parler simplement, puisque ce sont des militants qui viennent au départ de l'extrême droite française, qui ont suffisamment fait de noyautage dans la base du mouvement nationaliste. Bon, après, avec le nombre de racistes dans les quartiers populaires et même dans les zones résidentielles, d'ailleurs, ils n'ont pas eu trop de difficultés à trouver un certain écho, on va dire. Mais ce travail de longue haleine, il a produit du résultat, puisque de facto, aujourd'hui, vous commencez à avoir des militants qui étaient identifiés comme nationalistes corses, qui reprennent publiquement à leur compte les thèses des Zemmour sur le grand remplacement ou sur le choc de civilisation de défendre la Corse catholique, blanche et chrétienne contre l'invasion arabo-musulmane. Où là, pour le coup, il y en a certains qui poussent le bouchon très loin, puisque vous avez des anciens nationalistes qui vous disent qu'en fait, la Corse n'a pas été colonisée et que le front commun entre le Corse et les Français, c'est de se battre contre le péril islamiste. Aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire à l'introduction de ce débat. Donc, parallèlement à la question du projet de société, de la question de classe et d'une voie corse-socialisme qui se pose de façon stratégique, il y a aussi les débats immédiats, bien sûr, et toutes les questions sociétales et sociales qui nous touchent et l'actualité chargée en ce moment, mais il y a aussi cette question qui est centrale actuellement, qui se pose en Corse, non seulement au mouvement national, mais aussi au peuple corse, c'est qu'est-ce que c'est le peuple corse et quelle citoyenneté en Corse voulons-nous construire? Et la question, elle est centrale parce que si on n'y met pas un contenu, l'extrême droite française et l'extrême droite nationaliste corse, puisque maintenant on peut dire ça, elles sont en train d'y mettre un contenu. Donc aujourd'hui, en termes de clivage idéologique, la bataille centrale à mener au niveau du mouvement national, c'est celle-là, c'est définir clairement ses choix de société et notamment sur la question de la citoyenneté. Qui est corse? Alors, bon, les chantiers sont vastes. Le rouleau compresseur populiste qui déferle aux quatre coins de la planète, évidemment, le rapport de force n'est pas favorable. Cela ne veut pas dire qu'il faut voilà, abandonner le combat, au contraire. Plus que jamais, je pense qu'il faut à la fois, au niveau des questions qui se posent, être clair sur le choix de société, mais sans sectarisme aucun. C'est-à-dire que tout en défendant pied à pied toujours cette stratégie d'une voie corse-socialisme, fondée sur l'auto-organisation et bien sûr sur des modèles actualisés. Hein. On ne va pas appliquer en Corse des recettes du 19e siècle ou des années 60. Mais indépendamment donc de cette stratégie qu'il faut défendre pied à pied, se pose aussi la constitution de fronts larges sur ces questions centrales, et notamment celle du fascisme et celle de la pollution idéologique
qu'il est en train de mettre en œuvre au niveau de toute la revendication corse. Voilà aujourd'hui un des clivages très importants qui se posent dans le mouvement national corse et dans la société corse en général. Voilà, donc j'avais dit donc que je faisais donc cette conférence sur un format d'1 heure. J'ai tenu le propos. Alors bien évidemment, ça a été un grand balayage, mais pour revenir sur les grands principes, donc le fait colonial corse est indiscutable, sinon c'est du révisionnisme. La façon dont il a évolué en Corse diffère de ce qui s'est passé en Algérie ou en Indochine parce qu'il s'est traduit par l'intégration des élites et l'intégration des classes populaires dans le fonctionnariat de l'impérialisme et dans l'encadrement des colonies et dans la fonction publique. Donc évidemment, ce n'est pas du tout le même traitement. La question du droit à l'autodétermination se pose en 2023 comme elle se posait au XVIIIe siècle. Simplement, les termes du débat ne sont plus les mêmes, les rapports de force ne sont plus les mêmes. Et comme vous avez pu le voir, l'histoire du mouvement national n'est pas monolithique. Elle a toujours été traversée par des clivages de classe et des clivages idéologiques très profonds. Et aujourd'hui, je reviens là-dessus, le principal clivage, c'est celui-là, c'est ou dérive nationaliste ethniciste, ou droit à l'autodétermination sur la base de communautés de destin. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix possible. Et de façon concomitante, il n'y a pas de hiérarchie, évidemment, la stratégie politique. Voilà donc pour cette première conférence consacrée au mouvement national corse.